Alors, bonjour, vous êtes bien en ligne pour participer au webinaire avec Jérôme Bonetto pour son roman La certitude des pierres qui a été sélectionné cette année pour le prix du roman Sésame. Alors moi, je me présente, je suis Tiffaine Rousseau, je suis chargée d'action culturelle à Sésame. Euh, il y a aussi à l'assistance technique ma collègue Jordan Hublet que vous ne voyez pas, mais qui va nous être très précieuse. Et donc, l'auteur de La certitude des pierres, Jérôme Bonetto, qu'on a la grande joie de recevoir aujourd'hui, avec qui nous allons pouvoir nous entretenir. Bonjour à tous, merci de me recevoir, c'est un vrai plaisir. Donc, Jérôme Bonetto, vous vivez à Prague, vous enseignez les lettres et le cinéma dans un lycée. On a eu le temps d'échanger un tout petit peu avant, vous disiez que vous êtes en confinement depuis longtemps, donc vous enseignez, mais en visio actuellement. Voilà, donc vous êtes L'incertitude des pierres dont on va parler, c'est votre troisième roman. Après viennent Le ciel et le dégénéré, donc c'est publié aux éditions Inculte. Voilà, est-ce que je peux vous laisser un petit peu la parole si vous voulez vous présenter ou avant qu'on parle de votre roman? Oui, ben voilà, j'habite à Prague depuis une douzaine d'années maintenant, j'enseigne au lycée français et j'ai publié donc deux romans dans une petite maison d'édition du sud de la France qui s'appelle L'Amourier et donc La certitude des pierres chez Inculte. Et bon, quand j'écris, je repars un peu de zéro pour chaque roman. Je pars vraiment avec un projet tout à fait nouveau, une écriture nouvelle également. Je réinvente à chaque fois une manière d'approcher un texte et tout simplement d'écrire mes phrases. Et c'est pourquoi c'est pas toujours évident de trouver une unité hein, quand on passe d'un roman à l'autre, mais c'est plutôt pour moi une manière d'explorer des mondes et des espaces. C'est un peu comme ça que je conçois le littéraire. Mhm. Alors nous allons parler aujourd'hui, enfin en tout cas au début donc de la certitude des pierres. Donc la certitude des pierres, ça se passe dans un village, Ségurian, et dans tout le territoire alentour. Le paysage a une grande importance dans ce roman, la montagne. La montagne est très très présente. Et dans ce village arrive Guillaume Levasseur qui revient d'avoir passé quelques années à travailler pour une ONG en Afrique. Il revient dans son village, dans le village où vivent ses parents. Et les Levasseur habitent dans la maison, les parents de Guillaume habitent dans la maison qu'un grand-oncle leur a léguée. Et je vous cite Jérôme Bonetto, seulement une génération sous terre, il va falloir qu'ils fassent leurs preuves, les Levasseur. Et ça, c'est pas innocent parce que dans le village, il y a aussi donc les gens sont bien implantés et il y a aussi toute une des familles qui sont là depuis très longtemps, notamment la famille des Anfosso, qui sont maçons, mais qui sont aussi chasseurs. Et les Anfosso chassent, c'est une tradition familiale, ils chassent le sanglier et ils pensent que le territoire, de ce fait, et du fait de leur longue appartenance au village, leur appartient aussi. Alors Guillaume Levasseur décide d'installer une bergerie, il prend soin de tout mettre en place de manière très légale avec la mairie. Il s'installe sur le coteau, mais le problème c'est que le coteau, c'est le territoire des chasseurs et à partir de là, ça va aller moins bien. Alors, du coup, la certitude des pierres, c'est un roman sur le territoire, sur la possession aussi. Donc, je voulais commencer par une petite anecdote parce que la première fois que je vous ai envoyé un mail, en parlant de votre roman, j'ai écrit sur le mail l'incertitude des pierres en parlant du roman. Donc, j'étais vraiment désolée de cette bévue et en même temps, ce n'était pas innocent du tout parce que le titre est extrêmement porteur dans cette notion de territoire. Voilà, donc ma première question est celle-là. Est-ce que cette notion de territoire, vous avez vécu à Nice, vous vivez maintenant à Prague, est-ce que cette notion de territoire vous mobilise? Est-ce que l'appartenance à un territoire euh, sous-entend qu'on peut y faire ce qu'on veut et dans quelle mesure? Voilà, quel est votre avis sur cette question? Le mot territoire, pour moi, est déjà marqué. Hein, pour moi, dans l'idée de territoire, il y a aussi quasiment l'idée d'appartenance. Oui. Moi, je raisonne personnellement plus en termes d'espace. Effectivement, lorsqu'on est dans un certain espace, on est en connexion avec cet espace. Cet espace agit sur nous, nous agissons sur l'espace, qui est un échange tout à fait passionnant. Je pense que dès lors qu'on
qu'on raisonne en termes de territoire, on raisonne également en termes d'identité et d'appartenance. C'est un peu le problème des chasseurs. Votre lapsus sur le titre est intéressant parce que justement, je pense que ça devrait être le bon réflexe d'avoir l'incertitude des pierres, l'incertitude du territoire. On devrait être sans cesse dans cet échange, presque ce deal avec l'espace qui va nous enrichir, qui va nous transformer. Or, l'espace, il est fermé, il est géré, et c'est justement de cette certitude-là, de ces pierres qui sont à la fois la montagne, mais qui sont aussi peut-être un peu leur tête, hein, de ces pierres-là qui vont de cette assurance-là, de cette certitude-là que peut naître le drame. Voilà. Après, je n'ai jamais vraiment vécu dans un village de montagne, mais lorsqu'on vit à Nice, en fait, on n'est jamais très très loin de la montagne. La montagne plonge dans la mer. Et donc, je connais des gens qui vivent dans ces villages-là. J'y vais également souvent, j'y suis allé souvent. Et puis, c'est un état d'esprit qu'on peut retrouver. Je pense que c'est dans ces villages qui sont un petit peu retirés, il y a l'idée qu'on est un petit peu intouchable, qu'il y a un monde en bas qui se déroule un peu sans nous et que nous, on est protégés. Voilà. On est en haut, on est protégés. Et ça donne aussi un peu d'assurance. Ça donne ainsi un peu d'assurance. Et quand vient ce berger qui, en fait, quand il arrive, représente un petit peu le monde d'en bas, il vient perturber les lignes. Il vient changer quelque chose qui était pour eux fermé, réglé, géré. J'essaie de ne pas employer des termes trop ouverts, justement, par rapport à ce qu'ils font. Mais il y a aussi deux mondes dans ce village. Donc, il y a le monde des Levasseurs, les amis de Guillaume, et on sent bien la différence, en fait, entre donc ce monde-là et le monde des villageois, surtout des chasseurs. Et d'ailleurs, Joseph Anfosso se sent un petit peu diminué il n'est pas très sûr de lui. Il les considère un peu comme des intellectuels, comme les étrangers qui arrivent, qui prennent possession, en fait. Il se sent touché dans son être au-delà d'être touché dans son territoire. On a l'impression qu'il y a ces deux mondes-là qui cohabitent aussi dans votre roman. Oui, et c'est du côté des chasseurs, du côté d'Anfosso, je crois que le raisonnement est très simple au départ. Hein. On était bien, voilà, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui vient perturber l'ordre des choses, et on est mis en danger. Et j'avais pas du tout envie de mettre en scène juste des bouchers, des chasseurs, voilà, juste ivres et complètement idiots. J'avais envie de montrer que tout n'est pas blanc ou noir et qu'il y a aussi, derrière ces personnes-là, qui sont un petit peu recroquevillés sur eux-mêmes, sur leurs traditions, il y a aussi parfois des doutes. Et ce Joseph se sent pas complètement à la hauteur de son rôle. Il est un peu une sorte de chef de village. Et donc, lorsqu'il s'oppose à Guillaume Levasseur, il craint Guillaume Levasseur pour ses forces et pour les faiblesses que lui ressent face à ce Guillaume Levasseur. Et donc, j'avais envie de mettre en scène ces faiblesses-là. Le narrateur, qui est un narrateur plutôt omniscient, en fait, qui voilà, se balade un peu dans les têtes des personnages, qui parfois même commente un petit peu la scène. Je voulais me servir de cette narration pour également montrer qu'il n'y a pas tout à jeter chez le personnage de Joseph et chez les chasseurs. Ça me paraît très très important parce qu'on ne sait pas toujours comment parler à ces personnes-là. Et il ne faut pas oublier qu'il y a parfois, il y a aussi des portes d'entrée quand même pour arriver à discuter, même si Guillaume, lui, ne les trouve pas. Il ne les trouve pas voilà, pendant ses échanges, oui. Il y a le personnage, du coup, en rebondissant sur ce que vous venez de dire, le personnage d'Emmanuel, le fils de Joseph, est à la charnière entre ces deux mondes, en fait. Il est jeune, il tombe en amitié avec Guillaume, qui lui prête sa moto. Donc, il y a déjà un lien, c'est un lien de confiance qui s'instaure. Et puis, petit à petit, Emmanuel se sent presque attiré sensuellement par Guillaume. Mais ça le perturbe beaucoup, mais on sent une grande sensibilité chez ce jeune homme qui est petit à petit rattrapé par sa famille, mais on sent la fragilité de l'humain, en fait, et chez ce personnage-là. Est-ce que vous avez choisi, du coup, que ce soit
le fait qu'Emmanuel soit jeune, que ce soit un jeune homme qui bascule entre les deux mondes? Est-ce que c'était important pour Oui, vous? oui, c'était important pour moi qu'il y ait pas simplement une opposition, mais qu'il y ait quelque chose entre les deux. D'ailleurs, il y a deux éléments. Il y a Emmanuel et puis il y a le village. Le Donc, visage, oui, il le y a cœur. aussi un sort qui est donné au village. Peut-être qu'on en reparlera après. Mais effectivement, Mm. Emmanuel, c'est un personnage qui est en construction et qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans la tradition des parents, mais comme il est, à un moment donné, il est adolescent, il est aussi en rupture, en opposition aux Mm. parents. Et il va trouver en Guillaume une sorte de grand frère, de quelqu'un qui va pouvoir l'écouter, lui permettre de se développer, et notamment en lui prêtant sa moto. Et la moto qui va être pour Emmanuel quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'important, qui lui permettre de se révéler. Et donc, son père étant en opposition vraiment très violente avec le berger, lui, il est au milieu, il va devoir se positionner. Et c'était une situation qui me paraissait intéressante Mm. à mettre en scène, qui reproduit aussi peut-être en partie la position du lecteur à un moment donné, qui doit peut-être aussi se positionner. Enfin, il n'est pas obligé de le faire, mais il peut en tout cas se poser la question. Et je crois qu'en suivant la trajectoire d'Emmanuel, on suit la trajectoire de la dramaturgie Oui. de, de, du roman. Hein. Mm, C'est mm. lui, en fait, qui nous permet de, de mesurer l'évolution des relations entre, on va dire aussi le niveau de danger entre les chasseurs, le Mm. père Joseph, et Guillaume, le vasseur. Oui, 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 c'est sûr. Euh, alors, du coup, en fait, au-delà d'Emmanuel, il y a ces histoires de famille. Dans les villages, il y a souvent les familles qui sont là depuis très, très longtemps et qui représentent tout le passé, le passé, la tradition aussi. Il y a beaucoup de traditions enfin, il y a beaucoup, dans votre roman, il y a notamment la tradition de la fête de la Saint-Barthélemy. Votre roman est partagé en 6 parties. Du coup, vous souhaitiez aussi aborder ce sujet de la tradition des villages, parce que c'est petit, tout le monde se connaît, donc on a des repères, en fait, des repères dans le temps, on a des repères de vie qu'on fait tous ensemble. Donc, Oui, la fête au départ, pour dire la vérité, c'était moins pour m'intéresser à la tradition en elle-même. Bon, les fêtes de village, effectivement, il y en a plein. Elles peuvent dire quelque chose, mais je crois que c'était plus une stratégie d'écriture. Ça permettait, d'accord. encore une fois, de mesurer l'évolution, la montée de la tension, Mhm. et puis ça permettait de les mettre ensemble sur le même espace, dans un espace qui est presque ironique, puisque tout le monde est sommé de faire la fête, alors que le village est coupé en deux. Et donc, pour moi, il y avait une dimension théâtrale dans ces fêtes de la Saint-Barthélemy. Le nom n'est pas choisi complètement au hasard non plus. Un massacre, Mais quand même. et donc, il y avait quelque chose à la fois théâtral, tragique, mais également un peu d'ironique à les mettre en face. Et donc, ils participent de la même fête, mais ne font pas fête ensemble. Donc, c'est quand même, c'était assez intéressant à, voilà, quand je suis parti de cette idée, je me suis dit, voilà, il va falloir euh, la réécrire plusieurs fois, cette fête. Et donc, Oui. comment faire pour la réécrire plusieurs fois et pour transmettre justement ce sens de l'évolution, pour renouveler aussi la scène théâtrale, pour Mhm. donner, pour donner un goût différent et en même temps permettre au lecteur de mesurer l'évolution. Euh, voilà, je sais pas, je dirais que c'est un truc un peu, c'est un truc un peu littéraire. Pour la tradition, j'ai inventé en fait une procession. Voilà. Dans les villages, souvent les villages de montagne, le rapport au religieux est un peu plus important parce qu'on est presque spatialement plus proche de Dieu, on va dire. On est plus Mhm. haut, plus proche du ciel. On est plus soumis aux éléments et à la nature, et donc on a plus de facilité à y voir un acte divin. Donc il y a cette procession qui est importante Mhm. dans ce village. Mais en fait, la fête, ça ressemble à une fête. Ouais, la musique, c'est des musiques des années 80, Mhm. 90, une grosse sono, de l'alcool. Bon, on fait la soupe au pistou parce que c'est la tradition locale, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Ce qui est important, c'est que c'est le moment de la fête. C'est le moment où tout est possible. C'est le moment où
où tout le monde est ensemble, où on va pouvoir boire beaucoup, etc. Je crois que c'est plus ça que la tradition en elle-même, même si, oui, je l'ai faite 2-3 fois hein, dans l'arrière-pays. Je les connais un petit peu aussi, ces fêtes-là. Mais du coup, là, tout à l'heure, vous avez dit c'est un truc littéraire. Alors on voit dans votre roman qu'il y a, enfin, c'est une tragédie, la tragédie grecque est pas loin. Il y a aussi le conte qui émerge. Et du coup, comme vous êtes professeur de français, est-ce que vous avez pris plaisir à utiliser des codes littéraires, mais à les rendre contemporains par le biais de cette histoire? Est-ce que c'est jubilatoire, ça, pour un auteur? Il y a plusieurs phases. Pour être honnête, il y a plusieurs phases. Il y a des phases de doute effroyables. Bon, moi, j'ai travaillé avec des clés hein, sur ce roman, donc j'ai écrit plusieurs mots sur mon manuscrit que je devais garder en tête pour vraiment construire l'histoire. Donc effectivement, il y avait tragédie, le conte est également présent. Pourquoi le conte? Parce que lorsqu'on est face à la nature, je crois que ça devient évident, quel que soit l'endroit dans lequel on est, qu'on soit à la montagne, qu'on soit dans les campagnes de Bohême. Le contact avec la nature rappelle et motive l'existence de contes. On les comprend, ces contes, quand on les lit, quand on est dans cet espace-là également. On les comprend autrement, peut-être, mais on les comprend également. Donc oui, j'ai voulu jouer avec ça. La montagne devait être présente, la montagne représentait une force, et parfois la montagne décide aussi un petit peu de certain nombre de choses. Et ça me paraissait important de passer par le conte, qui n'est pas uniquement... que le divin ne passe pas uniquement par le destin tragique, mais qu'il passe également par le lieu, on en parlait tout à l'heure, hein, par l'espace. Ce qu'il y a de jouissif, c'est quand ça fonctionne. Je ne sais pas comment... Quand on cherche et qu'on a beaucoup de difficultés à trouver, c'est parfois aussi un petit peu pénible. Pour vous dire la vérité, moi, ce roman, je l'ai commencé il y a 10 ans, et il fonctionne. À un moment donné, je trouvais que ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas et j'ai bloqué pendant plusieurs années. Et je l'ai repris quasiment par hasard un peu plus tard. Et à ce moment-là, j'ai compris ce qui bloquait. Et ça m'a permis de le réécrire. Je l'ai terminé en 3-4 mois après, une fois que j'ai compris ce qui bloquait, mais j'ai bloqué pendant très très longtemps. Bien que j'avais ces termes de conte, de tragédie, je savais comment le construire, mais alors ce qui bloquait, c'était ce qui bloquait, c'était que c'était écrit au présent. Oui. Alors ça paraît rien du tout, mais ça fonctionnait pas parce que mon narrateur, qui est un peu à distance, qui rentre dans la tête des personnages, mais qui également un peu parfois commente, parfois fait preuve aussi un peu d'ironie. Il y a ce fameux « on ». Hein. Ce fameux « on ». Alors le « on », ça peut être le village, ça peut être les rumeurs, mais ça implique aussi parfois un peu le narrateur. Et donc ça fonctionnait pas avec la distance que permet le système passé. Tout d'un coup, c'est accordé complètement avec le regard que posait le narrateur sur cette histoire. Et quand c'était pas facile de réécrire au passé, hein, on donne ça parfois aux élèves, de réécrire au passé, alors ils changent que les temps, et puis les connecteurs de temps, mais en fait, pour un roman, quand on l'écrit, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais par contre, après ça s'est passé très vite, et alors là, j'avoue que quand ça s'est mis en place, là, les 3-4 derniers mois, ça coulait de manière très, très agréable pour moi. C'était une vraie jouissance de à la fois gérer les différentes couches du roman, donc la tragédie, le côté western, avec la dimension cinématographique, la dimension du conte, de gérer ces trois étages en sentant que ça va quelque part. Oui. Ça, là, vous êtes le chef d'orchestre, là. Oui, là, ça semblait... le temps passe. Alors du coup, j'avais une dernière question qui va rebondir avec une des questions que j'ai vu passer des participants. Les pierres. Les pierres, c'est presque... Enfin, vous disiez que la montagne est un personnage. Les pierres aussi, dans votre roman, en fait, il
il y a donc les Onfosso, ils sont maçons, donc ils travaillent dans la pierre. Il y a tout ce rapport à la nature voilà, il y a aussi le côté terreux, rocheux. Voilà, il y a aussi des petits détails. Le fils de Guillaume s'appelle Pierre. Et aussi, je lisais une interview de vous où en fait, vous expliquiez que vous aviez été à l'origine de votre roman, vous aviez été très touché par un fait divers qui était l'assassinat d'un berger dans le village de Castelar qui a été assassiné en 1991. Et donc, je lisais que ce berger s'appelait Pierre d'Esquerra. Je me dis, il y a beaucoup de Pierre dans ce roman. Et du coup, la question d'un des participants était, pourquoi ce titre que moi, Eh bien, oui, bah, écoutez, vous avez dit beaucoup de choses. Je suis obligé de parler de ce fait divers parce que c'est important. Effectivement, ça a été le déclencheur. Et c'est pas facile de construire une fiction à partir d'un fait divers. Moi, j'ai fait le pari de la fiction. D'abord, j'ai pas les moyens vraiment d'enquêter. Et j'ai fait le pari tout de suite que la fiction permettrait de comprendre quelque chose de ce fait divers. Et donc, c'est pas facile de rentrer dans la tête d'un personnage qui existe un peu, quelque part. Et j'ai rencontré, par exemple, les parents notamment la mère et la sœur, les parents de Pierre Leschiera, qui sont présentes. La sœur n'est pas présente, mais la mère est présente dans le roman, enfin, si on peut dire, même si c'est une fiction. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à assumer. Donc, j'ai dû changer les noms. D'accord. Parce que ce ne sont plus, tout simplement. C'est une fiction. Exactement. Alors, par contre, le livre est dédicacé à Pierre. Voilà, c'est en pensant effectivement à lui. Bon, prenant le parti de la fiction, ça me permettait aussi peut-être de ne pas raconter exactement la même histoire non plus. Voilà. C'est-à-dire que le lecteur ne sait pas quel camp va gagner en lisant le texte. Le titre en lui-même, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Mon roman s'appelait, le titre de travail, c'était Chevrotine. Voilà. Et il se trouve que Chevrotine est un titre qui avait été, mon éditeur m'a fait remarquer qu'il avait été utilisé par quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, on a dû trouver autre chose. Alors là, branle-bas de combat, c'était vraiment c'était compliqué parce que c'était juste avant l'impression. Et donc, j'en ai proposé plein et mon éditeur en a proposé 3. C'était assez drôle parce qu'il m'a proposé donc La certitude des pierres et 2 titres vraiment minables qui n'avaient rien à voir avec le roman. Et j'ai compris qu'ils avaient déjà choisi et que c'est très difficile. Et comme j'avais rien de mieux, j'ai commencé à explorer cette certitude des pierres et j'ai trouvé plein de choses intéressantes, effectivement. Et j'ai trouvé que c'était un titre il y a à la fois la poésie que je revendique en partie dans l'écriture, effectivement, cette référence à la pierre, cette personnification aussi de la montagne. Oui. La question se posait, le texte va être traduit, il est traduit en tchèque, la question se pose pour les Tchèques parce que pierre, pour eux, c'est pas à la fois, ils ont Skal, c'est pas à la fois le matériau et la montagne, donc il faut choisir entre galets et rochers. Ce qui appauvrit un peu le titre par rapport aux Français où on a à la fois le matériau et les pierres. Et puis les pierres, oui, ce sont des têtes, hein, des personnages, des 2 camps d'ailleurs. Hein. Oui, complètement. J'ai peut-être été trop long. Non, pas du tout. Je me penche sur les questions des participants. Très bien. Alors, oui, donc, un fait divers vous a-t-il inspiré cette histoire? Oui, en fait, donc l'histoire du berger de Castelar qui, si je peux préciser, j'avais vu un Faites entrer l'accusé. Je connaissais l'histoire parce que je suis de la région. Hein. Castelar, c'est quelques kilomètres derrière Menton. On voit la mer depuis Castelar, mais c'est quand même un monde à part. Et c'est vraiment effectivement un village de chasseurs. Et j'avais suivi ça dans le Nice Matin, on va dire, c'est un petit peu de loin, et puis jusqu'à voir l'émission Faites entrer l'accusé, cette émission qui est bien connue. Alors là, en voyant les visages, la manière dont il parlait, ça m'a... j'ai pris en plein visage, j'y ai vu tout de suite le destin tragique. Et ça m'a tout de suite passionné. Alors, j'ai mis du temps avant
avant de m'y mettre. Et puis j'ai eu des difficultés en l'écrivant. Donc ça a pris beaucoup de temps entre le moment ouais, le moment où j'ai vu Faites entrer l'accusé et puis la publication du texte. Mais je crois qu'en fait, c'est le moment nécessaire pour arriver à faire quelque chose de bien. Hein. Enfin, c'est le moment dont j'ai eu besoin pour y arriver. Bah, c'est aussi simple que ça. Et ce fait divers, il a fallu que je m'en écarte parce que je ne pouvais pas écrire, le nez sur le fait divers. Là, j'ai lu dernièrement le texte de Florence Aubenas, qui, elle, a mené une enquête pendant très très longtemps sur ce fait divers. L'approche est différente, vraiment différente. Et j'ai vraiment voulu faire le parti de la fiction avec ce sentiment un petit peu de violer un peu les gens hein, par l'écriture. Et donc, j'ai voulu, au moment de la publication, écrire notamment, pas aux chasseurs, mais écrire notamment à la famille du berger. Et c'est une lettre qui a été vraiment très, très difficile à écrire pour trouver les mots. Comment, donc en leur envoyant le texte, hein, ils ne savaient pas que le texte allait être publié, et j'étais très, très fébrile en attendant leur réponse. Et voilà, quand la mère, c'est la fille qui m'a répondu, mais la fille n'est pas venue à la lecture, c'est la mère qui est venue, qui est quand même âgée, et qui est venue de Menton, enfin de Castellar, qui est descendue en bus, qui a pris le train à Menton pour aller jusqu'à Nice, puisque ma présentation était à Nice juste avant les confinements. Et donc ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a rassuré, et puis ça a été effectivement aussi une grande rencontre très forte. Oui, on imagine ça. Donc le fait divers, oui, voilà. Très important. Moralement, ça posait des questions, mais l'écriture, pour moi, c'était faire autre chose que coller au fait divers. Voilà. Oui. Et du coup, les questions des lecteurs, pour rebondir sur le fait divers, disent mais pourquoi une fin si tragique où le crime reste impuni? Ça revient dans plusieurs questions. Dans le fait divers ou dans le roman? Peut-être pas. Dans le roman. Dans le roman, ne sachant pas qu'il est tiré du fait divers et l'issue tragique, on aurait pu imaginer que vous aviez le choix. Je vais faire une phrase peut-être horrible, hein, mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est le doute. C'est justement l'incertitude. Hein, on peut revenir dans le fait divers. Excusez-moi, mais je préfère parler du fait divers quand même. Dans le fait divers, on sait que c'est un des chasseurs, mais on ne sait pas qui. Et donc, c'est quand même impressionnant de se dire que voilà, la famille croise tous les matins pour acheter le pain les chasseurs. Ils savent que c'est un des chasseurs, mais ils ne savent pas lequel. Et tout le monde le sait. C'est ça, et tout le monde le sait, personne ne parle. Et c'est ça qui est terrible. Alors c'est un des chasseurs, non, ça peut être d'ailleurs plusieurs. Hein, la chose est ouverte, hein, ils sont peut-être accordés à plusieurs pour commettre la chose. Voilà, dans mon roman, j'ai pas tellement envie de parler trop précisément de la fin parce que c'est un des moteurs de la lecture. C'était important pour moi que le berger s'arme. À un moment donné, voilà, il prend une carabine aussi, quoi. Et je crois qu'il ne faut pas bouder ce moteur de lecture. C'est une tragédie, on sait que ça ne se termine pas bien, on le sait dès le début, hein, c'est vraiment annoncé. Ça va tirer, mais on ne sait pas qui va tirer. Et donc, je crois qu'il faut garder ça un petit peu, je pense, hein, un petit peu ouvert. Et dans tout le roman. Il y a des deux côtés. C'est un peu œil pour œil, dent pour dent, quand il y a des moutons qui sont tués. Il y a toujours le crime n'est pas impuni dans le roman, entre les personnages en tout cas. Oui, mais dans ma tête, c'est quand même pas complètement égal. C'est-à-dire que c'est dans ma tête, hein, je ne sais pas dans le roman, hein, chacun le voit comme il veut, mais quand il tue il tue un chien, c'est un peu par défense, quoi. C'est quand même pas la même chose. On n'est pas dans la vengeance. Justement, ils n'ont pas les mêmes ressorts. C'est-à-dire que tout au long du roman, Guillaume essaie de faire valoir son humanisme et donc de faire valoir un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs différentes de la tradition, on va dire, qui renvoient plutôt à des règles plus simples. Et donc, malheureusement, la situation est telle. Et ça aussi, j'ai trouvé ça passionnant à analyser parce que des gens qui ont des problèmes avec des voisins, il y en a plein. Et des gens qui se retrouvent à devoir faire des choses qui vont contre leurs principes parce que la situation est telle qu'ils sont
presque mis dans l'obligation de faire cela. J'ai trouvé ça un tiraillement qui est passionnant. Il se retrouve un peu chasseur malgré lui. Oui. Il se retrouve à faire des choses de chasseur malgré lui. Et donc, c'est ça qui est fort dans je pense, à analyser et qui est de l'ordre de la tragédie. Ça, je l'ai ressenti tout de suite en voyant l'émission Faites entrer l'accusé. La machine. Il y a une machine qui est mise en route. Quand un voisin commence à vous crever les pneus, à faire des choses un petit peu désagréables, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des sentiments bas aussi. Et c'est il ça y a quelque chose d'humain là-dedans. Vous montrez la complexité de l'humain, en fait, au travers de tous ces personnages. Il n'y a pas, enfin, on n'est pas tout bon, tout noir, mais c'est ça qui est très perceptible dans votre roman, justement. C'est gentil de le relever parce que c'était quelque chose d'important pour moi, que ce ne soit pas le bien contre le mal, tout simplement, oui, que ce soit il y a beaucoup d'humanité. Voilà. Au-delà des conflits, c'est l'humanité qui ressort. Alors, une autre question. Pour écrire, avez-vous besoin d'un territoire, d'un lieu familier, Nice ou Prague, villes très différentes, laquelle est la plus inspiratrice? Bon, c'est difficile à dire. Quand j'étais à Nice, j'écrivais sur Prague. J'ai écrit aussi sur Nice. Moi, j'écris longtemps dans les cafés. Et quand j'écris, donc j'écris d'abord sur un cahier. Donc, dans les cafés, ce qui est le plus important pour moi, c'était d'abord de sortir de chez moi pour écrire. Oui, et ensuite, je rentre chez moi et je me mets à l'ordinateur. Et il y a un passage de l'écrit à l'ordinateur qui est pour moi très important. Quand je commence à écrire sur l'ordinateur tout de suite, c'est pas bon. J'ai fait l'expérience plusieurs fois, c'est pas bon. Et donc voilà, on écrit avec l'imaginaire. Quand j'étais à Nice, j'avais un imaginaire qui m'amenait vers l'ailleurs. La certitude des pierres, je l'ai écrite en grande partie à Prague. Et donc mon imaginaire me renvoyait vers le roman que je viens de sortir se passe en Moravie. Donc, vous voyez, je suis à Prague, ça se passe en Moravie. Il n'y a pas franchement de règles. Je crois qu'il se passe quelque chose entre le lieu et la personne, donc entre l'écrivain et le lieu. C'est pas évident de dire quoi et exactement comment ça agit. Et je suis pas sûr d'avoir envie de vraiment le débrouiller, et de me dire que je suis peut-être trop influencé par le lieu. Voilà, il se passe quelque chose. C'est intéressant peut-être à analyser de l'extérieur, mais moi je mets ça quand même un petit peu à distance. Voilà. J'ai perdu le fil. Je ne vous vois plus. J'ai une question là, je les ai aussi, hein, donc je peux la garder. J'ai Nelly qui demande mes questions, c'est à savoir comment a-t-il écrit son roman, combien de temps d'écriture, comment commencer, y a-t-il des chapitres écrits et enlevés à la relecture, est-il allé sur des lieux, s'est-il inspiré des personnes, plein de questions pour comprendre le travail d'un auteur. Voilà, plus des questions plus générales. Alors moi, celui-là, je l'ai écrit sans plan. Donc parce que j'avais quand même une trame qui était liée aux faits divers. Donc j'ai pas eu besoin de construire un plan très précis. J'avais la Saint-Barthélemy. Voilà. Après l'écriture, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une période d'écriture qui a duré peut-être à peu près 1 an. Ensuite j'ai bloqué, j'ai plus rien écrit pendant quasiment 7 ans. 7 ans. Donc ça a été très très long. Mais on peut remonter à 2003. C'est-à-dire que 2003, j'écrivais autre chose. Mais j'avais eu ce choc du fait d'entrer l'accusé. Et donc, voilà, 2003, ensuite j'ai dû le reprendre vers 2000, je sais plus, 2008, comme ça. J'ai dû l'écrire en 2008, et puis j'ai bloqué après, et je l'ai repris juste avant la publication. Hein. Donc, il y a eu un grand saut. Après, c'est pas un texte très très long non plus, donc généralement je fais des plages, c'est très variable, mais je fais des plages de 2-3 heures d'écriture cahier. D'accord. Et la transcription se fait soit tout de suite, soit après. Et là, il y a encore, pour taper et corriger ce que j'ai écrit, ça peut prendre encore 1 ou 2 heures. C'est pas forcément le même jour, d'ailleurs. C'est souvent le même jour, mais c'est pas forcément le même jour.
Et donc là, quand je suis en phase de correction, moi je passe mon temps à corriger. Hein. Donc je passe beaucoup plus de temps à corriger qu'à écrire. Je sais pas, je crois que j'écris assez difficilement en fait. Mais vous en avez besoin. Voilà. Être allé sur les lieux, en fait, j'étais allé après le fait d'entrer l'accusé. Là, je me suis quand même beaucoup inspiré du lieu, enfin, de la structure du lieu, même si j'ai un camarade qui est allé à Castellar il n'y a pas très très longtemps et qui me disait qu'il voyait, qui avait lu le roman, qui voyait le village tout à fait autrement. Oui, d'accord. Et ça me plaît cette idée que c'est pas un lieu fixé, c'est pas Castellar en fait. Pas Castellar. Alors j'y suis pas retourné, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'y remettre les pieds. Voilà. Inspirer des personnes, oui, mais alors l'inspiration, vous savez, il y a tout qui se mélange. Il y a des vraies personnes, des choses inventées, il y a de soi-même. Là, encore une fois, il y a un peu un danger à vouloir trop débrouiller les choses. Ça peut être inhibant. Et donc, c'est une somme de couches, de choses qui s'agglomèrent à un moment donné. On ne sait pas tellement pourquoi. Parfois, on trouve des raisons après. Parfois, on part dans une idée. Donc, on dit, tiens, ce personnage, ce sera ça et ça. Emmanuel, c'était presque un personnage concept au départ. Il a fallu lui donner un corps, mais c'était déjà l'idée préexistait, en fait, du fait qu'il soit entre les deux. Voilà. Bien que l'histoire de la moto, c'est dans le fait divers. Le fait que... Ouais. C'est ça qui m'a inspiré l'idée de vraiment construire ce personnage, en faire un personnage central aussi. C'est le fait qu'il ait prêté la moto. Il faut remplir le... Il en faisait toute la journée, donc il faut quand même remplir la moto d'essence pour que le fils de celui qui crève les pneus de la moto puisse en faire. C'est pas si simple. Mentalement, ça me paraissait quelque chose aussi d'intéressant à voir. Et voilà, je crois que c'était pour Nelly, je crois que j'ai répondu à peu près. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions sur la fin tragique. Ah, une question sur analogie avec Jean de Florette. Oui, tout à fait. Moi, j'y ai pensé beaucoup. D'ailleurs, le terme, la référence, j'ai tellement pensé que je voulais quand même la mettre dans le roman. La chef de Monsieur Seguin aussi, par exemple, c'est dans le roman. Hein. Et donc, le soir, il y a quelques paragraphes où ça se passe le soir, on entend les télés, vous savez, les fenêtres sont ouvertes dans les villages, toutes les maisons sont collées, on entend les télévisions quand on passe dans le village, dans la rue. Et parfois, on est surpris d'entendre que tout le monde regarde la même chaîne. Voilà. Jean de Florette, c'est un des films qu'on peut regarder un dimanche soir dans ces villages, à la télévision, et à un moment donné, un personnage y fait référence. Oui, il y a ça. Tout vous nourrit. Oui, mais je dirais que plus que Pagnol, c'est plus Giono, en fait. C'est plus l'univers de Giono qui m'a inspiré. Bon, Pagnol, c'était évident pour le Jean de Florette, mais disons pour l'écriture, pour la phrase, je me sens plus proche d'un roman comme Les âmes fortes de Giono, ou de Sylvie Germain, par exemple, Jour de colère, roman très très fort, là aussi avec une certaine noirceur du paysage, une certaine tension et pression du paysage sur les personnages. Voilà. Et oui, bien sûr, Jean de Florette. Bon. Alors, peut-être la dernière question, un autre roman en préparation. On va parler de celui-là. Ah, merci, oui, c'est le petit dernier. Le silence des carpes, alors qui est pas en préparation, mais qui, ça y est, est publié en janvier, c'est frais, et c'est... Bon, j'étais parti avec le mot tragédie pour La certitude des pierres, là j'ai mis comédie. Oui, c'est complètement différent, un roman complètement différent dans l'écriture. Vous disiez tout à l'heure que vous aimiez aborder différents genres, et on part sur complètement autre chose. C'est très rocambolesque, c'est plein d'humour, c'est effectivement un grand plaisir d'écriture aussi, là, dans un genre différent, mais on sent ça. Oui, alors le plaisir là était effectivement évident. Bon, quand il y a de l'humour, en fait,
on rigole tout seul, donc Oui. on ne sait pas si ça va marcher. Bon, il y a aussi des problèmes, des difficultés pour l'écrire, mais là, effectivement, le plaisir est évident. Et donc, je voulais rendre hommage à mon pays d'accueil, mais également construire un roman un roman de reconstruction. J'ai un gros bruit, je sais pas, un bruit de moto. En fait, c'est pas un bruit de moto, c'est qu'à l'antenne Sésame, on est en travaux. D'accord. Et là, je pense que la pause déjeuner est terminée. Ok. Voilà. Alors, donc, j'aime bien explorer des univers et puis apprendre quelque chose en écrivant. Et donc, je suis pas tellement du genre à refaire le même roman ou à enfoncer le clou ou à creuser plus loin. J'aime bien aller dans des espaces différents. Là, j'ai pas, pour plein de raisons, en fait, je n'ai que des idées. J'ai pas encore vraiment mis l'ouvrage sur le métier, mais ce serait plutôt, c'est un peu difficile à dire pour l'instant. Ça devrait se passer sur une île, voilà ce que je peux vous dire. Et ça devrait se passer sur une île, et cette île devrait me servir à reconstruire un peu à côté notre monde. Voilà. Et donc à faire quelque chose sur notre monde, mais un petit peu à côté. Voilà. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que tant qu'on n'a pas vraiment, tant que j'ai pas la phrase, pour moi, ce qui est important, c'est de trouver la phrase. J'ai pas écrit le silence des carpes comme la certitude des pierres. J'ai pas la même approche, même s'il y a pas mal de métaphores quand même, c'est des écritures imagées globalement, mais il faut que je trouve la phrase, le rythme. Quand j'ai la phrase et le rythme après, je me sens quand même beaucoup mieux pour en parler. Là, c'est trop tôt. Je remets mon micro, je suis désolée, il y a ce bruit de fond très désagréable. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère qu'on aura à peu près balayé toutes les questions des participants. En tout cas, on vous remercie beaucoup on remercie déjà beaucoup Jérôme Bonetto de nous avoir consacré du temps entre ses cours en visio pour une visio pour nous parler de son roman, de ses romans. Merci Jérôme et merci aussi à tous les participants qui ont pu assister à cette rencontre aujourd'hui. Merci à vous, merci d'avoir organisé tout ça. Il me manque le visage des 52 participants, mais je les sens là, je vois des commentaires et ça fait plaisir. J'espère que bientôt que les auteurs pourront circuler de nouveau dans les librairies, dans les médiathèques, bibliothèques, parce que c'est important. Écrire, c'est être seul, hein. Donc ça fait plaisir de parler un petit peu du texte et de partager voilà, avec vous. Merci beaucoup.